Hey, bienvenue à Coup de canon. Aujourd'hui, l'entrevue qu'on voulait avoir depuis quand même assez longtemps, Édouard Julien. Pour finir l'année, c'est quand même vraiment le fun. Les gens qui ont suivi la saison complète vont pouvoir avoir un bon résumé de sa saison, sa première saison dans les majeures, qui a été une saison tout simplement exceptionnelle pour une recrue. Également, les gens qui écoutent l'entrevue sur le channel de Yann et Frank, comprenez que c'est un podcast spécial qu'on vous a fait. Ces podcasts-là sont toujours disponibles sur Coup de canon. Frank n'est pas là aujourd'hui, évidemment. C'est JP qui est là pour vous. Mais c'est une vingtaine de podcasts qu'on a fait sur Coup de canon. Cherchez ça si vous avez des insights un peu plus détaillés sur le baseball. Et on va commencer le show à l'instant. Salut Yann! Ça va? Ça fait longtemps? Ouais, l'été était tough. C'est ça, exactement. C'est ça qui arrive. Salut Edouard, merci d'être Bonjour. là. Allô les gars, merci. Je veux juste, avant de commencer, effectivement, Yann, tu l'as un petit peu dit, mais je veux juste rentrer un peu plus en profondeur. À un moment donné, Edouard m'avait placoté que ça ferait plaisir d'être sur le podcast. En même temps, aussi, Edouard, il y avait sa saison. Il est beaucoup en demande médiatiquement, autant au Minnesota que peu importe où il se déplace sur la route. Il est en demande par les médias aussi québécois. Puis on avait mentionné aux médias québécois qu'Edouard faisait un gros point de presse à son retour à Québec. Ce qui est arrivé, Edouard a invité tous les médias puis sont tous présentés quelques jours après l'élimination des Twins contre Houston. Puis, donc, je voulais pas le faire avant. Je trouvais que je me serais pas senti bien mentalement, moralement, de profiter d'avoir une connexion avec Edouard, puis aux dépens des médias. Mais là, maintenant que son entrevue est faite, je me sens bien. Puis, c'est quand qu'on fait ça en plein mois de novembre. Je trouvais qu'un petit podcast de Noël, je trouvais que le timing était très, très bon. Donc, on est là présentement. Donc, encore une fois, merci Ed d'être là. On va essayer aussi, Yann, toi et moi, il y a des situations, il y a des événements dans la saison exceptionnelle d'Edouard qu'on va revenir, mais peut-être quelques petites questions un peu plus de patinage qui n'ont pas été dites. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour les jeunes qui écoutent ça et les fans. Donc, ça va ressembler à ça. Ed, on a plein de petites affaires pour toi. On parlera plus tard ton entraînement hivernal qui a été un petit peu modifié, ton entraînement qui est au dôme. On va parler de quilles aussi. Mais bon, on va commencer par un peu la première chose. Évidemment, ton rappel, ça restera, d'après moi, selon moi, un moment marquant. Quand tu as quitté l'hiver passé, avec la saison 2A que tu avais eue, avec ta saison d'automne, la Ligue d'automne, là, que tous les meilleurs prospects se rejoignent là, je pense que toi et tout ton entourage se doutaient qu'un jour, il y allait avoir un rappel. Peut-être pas aussi vite et peut-être pas aussi spectaculaire que ça, mais ça a été quand même assez incroyable. Moi, évidemment, le 11 avril, tu as eu l'appel en plein match. C'est un petit peu ça. On a compté un petit peu, mais je vais avoir la vraie version parce que ton premier match a été le 12. Mais le 11 avril, tu joues un match à Indianapolis, si je ne me trompe pas, dans le 3A. Et là, entre deux apparitions au bâton, tu te fais annoncer ça. Il faut absolument que tu nous expliques ce qui s'est passé. Moi, je n'en reviens pas encore. Ouais, ben, c'est en plein ça. On était à Indianapolis. Dans le fond, je jouais cette partie-là, puis j'étais sur les buts au deuxième but, puis le coach, il avait collé un meeting au milieu de la manche, sur le banc. Fait que moi, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, évidemment. La manche Toi, tu l'as vu du deuxième but, c'est ça? Ouais, non, mais la manche finie, moi, je cours vers le banc. Okay. Là, je vois que tout le monde est en rond autour du coach. Je vais parler au coach, je m'en vais dans le rond aussi. Puis le coach vient me dire, est-ce que tu as vu quelque chose sur le lanceur? Moi, j'explique à l'équipe ce que j'ai vu. J'avais vu un type sur le lanceur. J'avais vu qu'il prenait sa balle d'une différente manière sur la courbe. Puis j'avais juste expliqué ça à l'équipe. Puis j'avais expliqué comment j'avais frappé la balle. Fait il n'y avait rien de trop grave là-dedans ou de sérieux. Puis après ça, le coach, il fait juste me demander, est-ce que tu es sûr de ce qui s'est passé? Fait que moi, un peu, je ne savais pas vraiment de quoi il parlait. Fait que j'ai demandé, ouais, je suis quand même très sûr, là, je ne sais pas où tu vas en venir avec ta question. Lui, il fait juste me dire, Edouard, you're going to the fucking big leagues. Il dit ça comme ça, tu t'en vas dans les lignes majeures. Fait après, quand il m'a dit ça, je ne savais pas vraiment comment réagir. Tout le monde sautait, tout le monde était content pour moi. Puis c'était quand même un beau moment que je vais me rappeler pour le restant de mes jours. Aïe, aïe, aïe. Puis là, tu n'as pas pu continuer le match, évidemment, parce que là,
une question de ne pas te reblesser. Tu as le temps de respirer un peu, d'analyser tout ça, puis ça va dans le vestiaire, appeler tes parents. C'était bizarre parce que sur le coup, moi, je me suis comme assis sur le banc pendant une trentaine de secondes pour essayer de penser à tout ça. Puis je me disais, c'est irréel ce qui m'arrive. Je peux pas croire que je m'en vais dans la ligne majeure. J'essaie de penser à comment que ça va être. Ou juste, je pensais à toutes les années derrière moi que j'ai joué au baseball avec ma famille, comment que ma famille allait réagir. Puis c'était surréel. Je savais pas comment me comporter. C'était vraiment un beau moment. Puis c'était drôle parce que tous les joueurs me criaient « Hey, va-t'en, faut que tu prendre l'avion, on va faire tes valises, on va faire ton sac, faut vraiment que tu t'en ailles. » Tout de suite après, je suis allé dans le locker, appeler mes parents, appeler les coachs. Puis c'était un très beau moment. Ce qui est bon, Yann, puis tu sais, je veux pas te voler tes paroles, Edouard, mais ce qui est bon, ce que je me souviens un peu de l'histoire, c'est qu'Edouard a appelé ses parents. Son père rejoint, sa mère était en train de faire une séance de yoga. Son père, qui manque pas une minute des matchs d'Edouard, Internet. Donc lui, Edouard a frappé un double, je sais pas trop, il est au 2, il rentre, il le voit pas en défensif, mais tu le vois pas toujours sur l'écran. Puis là, il voit le numéro de téléphone. Edouard, c'est ça que tu paniques un petit peu. Il est blessé, là? Ouais, il est-tu blessé? Donc, c'est là qu'il a su. Puis je pense qu'après ça, il t'a demandé d'appeler ta mère dans la séance de yoga. Fait que je pense qu'à sortir de là, puis il y avait à peu près 6 messages. C'était parfait parce que mon père était ému, puis là, il savait pas, lui non plus, il savait pas comment réagir. Puis il était là, apprends-le à ta mère, appelle-le par ton nom. Fait que moi, je l'appelais, puis elle était au yoga, comme tu as dit. Mais c'était parfait parce qu'elle était au yoga avec ma soeur. Fait que quand j'ai appelé ma mère, elle était dans le truc de ma soeur. J'ai pu l'annoncer au dos en même temps. Fait que ça aussi, c'était un bon moment. On était avec mon père de l'autre côté. Puis... Wow, non, c'est ça. C'est sûr que c'est assurément. Je pense que c'est des moments que tu peux pas dans 20 ans, tu vas te rappeler, me semble. Il y a plein de moments, mais ça, c'est sûr, c'est un moment que tu ne pourras pas oublier, assurément. Puis là, donc là, comme je mentionnais, il y a le premier match qui est le lendemain, sur l'heure du dîner, Yann. Donc, c'est pas possible un petit peu. Fait que là, évidemment, le soir à 7, 8, 9 heures, il n'y a pas des vols pour aller au Minnesota. Donc, ton vol était le lendemain, je pense, assez tôt. C'est bien ça? Oui. Moi, ils m'ont renvoyé chez nous plus tôt pour aller me coucher. Mais dans le fond, moi, toute la soirée, je parlais à mes amis ou à mes coachs, à ma famille. Puis c'est dur de se coucher après avoir eu cette nouvelle-là. Mon vol le lendemain était à 6 heures à un aéroport qui était à 45 minutes de où on était. Fait que je me suis levé à comme 3-4 heures du matin. J'ai pas vraiment dormi, puis j'ai embarqué sur le premier vol du matin. Je suis arrivé au Minnesota environ vers 11 heures. Puis la game était à 1 heure. Fait que le taxi m'a tout de suite amené au terrain, puis j'avais eu le temps de prendre 3-4 swings, puis j'étais déjà dans la partie. Est-ce que c'est nous autres, Yann, je pense qu'on s'était peut-être parlé ce soir. Dans notre tête, à nous autres, il n'y a aucune chance qu'il fasse jouer un joueur qui voyage la journée même avec les règlements. Mais finalement, ça ouais, le recrue. C'est peut-être mieux de même. Tu n'as pas eu trop le temps de J'ai même pas. La première affaire que tu fais, il faut que tu aies rencontré les médias. Ensuite, il faut que tu rencontres. Tu n'as pas le temps de rencontrer les joueurs, rencontrer le staff. J'avais rencontré au Spring Training, mais juste de les revoir en personne pendant la saison régulière, j'ai même pas le temps de parler à personne. Il faut que je m'habille, que j'essaye mon jersey. Je mette mon jersey, j'aille frapper dans la cage, puis la game était commencée. C'était vite. J'avais pas le temps de penser à stresser aussi. Peut-être que ça m'a aidé. J'avais pas le temps d'angoisser ou juste de penser à la partie. Peut-être pour donner aux spectateurs un peu une idée de la saison que tu as eue. Tes statistiques sont à toute fin pratique quand même assez impressionnantes pour une recrue. On parle d'un WAR de 2.6. On parle d'une moyenne 263. Des OPS à 839 puis un OPS plus à 130 qui te met à toute fin pratique dans le... C'est comme si on prenait le joueur moyen de la ligue puis tu aurais fait 30% mieux que ce joueur moyen-là à ta saison recrue. C'est une saison de l'externe qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. Toi, est-ce que tu en es satisfait de cette saison-là? Ben, c'est sûr que si on m'avait dit l'an passé que j'allais connaître cette saison-là, j'aurais été très content. Mais après l'avoir vécu, je suis satisfait. Mais c'est sûr que j'aimerais, je regarde en arrière puis je me dis que j'aurais pu faire beaucoup mieux ou j'aurais pu faire mieux à certains moments. J'aurais pu me comporter d'une meilleure manière à certains moments aussi. Mais overall, je crois que je suis satisfait de la saison, mais j'ai hâte à la prochaine puis j'ai hâte de voir où est-ce que je vais y arriver. Là. Puis ça, Yann, je ne suis pas dans la vie de tous les jours d'Edouard, mais on se côtoie parce qu'il s'entraîne au Dôme, puis on en parlera plus tard. Mais je l'entends souvent dire
j'ai pas encore rien accompli, j'ai pas rien prouvé, je regarde en avant. Si en arrière, tu peux plus contrôler en arrière. Je contrôle ce qui s'en vient en avant. Fait que c'est une philosophie, sans dire différente, mais c'est un peu de même qu'il faut que tu fasses. Sinon, si tu vis juste dans le passé, tu regardes tes at-bats le soir avant de te coucher, je pense pas que... J'avais été chanceux parce que moi, l'année d'avant, j'avais rencontré un certain joueur, Russell Martin, qui m'avait dit ça. Lui, au début de sa carrière, quand il était jeune, il ne regardait jamais des vidéos. Puis, quand il était plus loin dans sa carrière, ça allait un petit peu moins bien peut-être. Puis lui, à tous les soirs, il regardait des vidéos, puis il se prenait, puis il se fâchait sur lui-même. Il disait, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus niaiseux, fou, pas qu'il s'en foutait, mais qui portait moins attention aux vidéos puis à son swing, puis tout allait bien. Tandis que quand il était rendu plus vieux, il pensait un peu plus. Fait que moi, ça m'a fait penser à ça le soir quand j'arrivais chez nous. Je laissais le baseball au terrain, puis j'allais chez nous, puis je pensais à autre chose. Ou je parlais à mes amis, puis je ne voulais pas parler de baseball ou à ma famille. Je pense que ça m'a aidé aussi. Dans ton match d'ouverture, je pense que c'est un élément qui a frappé l'imaginaire un peu, c'est qu'assez rapidement, dans un compte de frappeur, tu obtiens un 3 balles aucune prise et tu obtiens également le green light de ton entraîneur. Ouais. C'est une marque de respect, je pense, qui a été assez significative des Twins du Minnesota envers toi. Comment tu as apprécié ce moment-là? Ben, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser, mais par contre, moi, on m'avait même pas dit les signaux avant le parti. Parce que je ne sais pas si j'ai eu le green light ou non. C'était ma première game, un peu. J'étais au bâton, puis c'était 3-0 contre un lanceur qui est une bonne rapide. Puis je me suis dit, là, je vais souligner très fort pour essayer de faire un peu de... Au final, mon casque est allé plus loin que la balle. Fait que... mais hier, on avait parlé dans un point. Mais moi, ce qui me fait capoter, là, c'est évidemment de voir Edouard s'est lancé à 3-0, mais le lanceur a lancé un change-up. Ouais. C'est comme, ça veut dire que le gars, soit il y avait un petit rapport sur toi quelque part, ou soit peu importe, mais il se dit le recrue, il va s'énerver, puis mais c'est incroyable. Mais ça démontre aussi une marque de respect. Là. Puis tu ne frappais pas 3 puis 4 dans cette journée-là. Tu te répètes, ah oui, le jeune, laisse-toi aller, frappe-là. Mais c'est vrai que ton kick passe souvent, ça. Hein? Par la fin de la saison, j'ai fait un ajustement. J'ai rajouté un padding sur le côté. Oui? C'est bon, ça. Ça faisait une couple de personnes qui me le disaient. Là. Parce que, évidemment, quand il était jeune, Yann, le bat, il avait les cheveux plus longs un petit peu. Là, puis le bâton volait, puis ça faisait un peu une partie de sa marque de commerce, mais c'était quand même drôle de voir que ça arrivait encore. Donc, je me rappelle une fois, il y a eu un circuit, tu as fait de ton début, pas de casse. Oh, j'étais gêné. En plus, je regardais arrière, je me disais, est-ce que je m'en vais chercher mon casque, je le mets, puis pas. Mais là, j'étais comme trop loin, fait que là, je craque mes cheveux dans le vent. Ça me faisait penser un peu à Guy Lafleur dans son prime. Et ça, c'est quelque chose que... Tu reviens au banc ou bien le soir dans le vestiaire ou le lendemain, tu te fais écœurer par les gars. Ben oui, parce que c'est drôle parce que la partie d'avant, la fille qui rapporte sur le terrain, qui fait juste des entrevues pendant la partie, elle avait posé une question avant le match, la journée d'avant. C'est quoi qui se passe avec ton casque? Pourquoi tu te parles tout le temps? Puis là, la game d'après, je frappe un coup de circuit, pas de casque en tournant les buts. C'est quand même ironique, mais les joueurs, c'est ça, sur le banc. Après le coup de circuit, ils riaient de moi, puis il me disait, faut plus que ça arrive, ça, t'es vraiment pas beau quand casser. Mais c'était drôle, c'était un beau moment. Y a-tu des petits, pour les joueurs recrues, y a-tu des petits jeux, des petits amendes, un tableau quand les recrues font des petits niaiseries de même, ou ça n'existe pas à ce niveau-là? On n'avait pas un tableau, kangaroo court qu'on appelle quand on était au collège. Là, à chaque fois que quelqu'un fait de quoi de niaiseux, tu l'écris et tu le mets dans une boîte. Mais nous, on n'avait pas ça. C'était plus... les recrues étaient en charge de certaines affaires. C'était pas nous qui ramassions des screens sur le terrain, mais c'est nous, quand on prenait l'avion, on avait une tâche. Moi, ma tâche, c'était d'amener des chips de poker, des jeux de cartes ou des jeux avec des chevaux. Certains, c'était amener de la bière ou c'était amener quelque chose d'autre, de l'eau ou amener quelque chose. Okay. On n'avait pas grand tâche à faire. On n'était pas maltraités des recrues, mais c'est sûr qu'on a eu des parties où les recrues fallait qu'ils s'habillent d'une certaine manière. Ou certains vétérans, ils jouaient un peu plus la carte. Tes recrues fais ça pour moi. Puis surtout avec moi, vu que j'étais un gars plus vocal, qui n'avait pas peur de dire à quelqu'un mon opinion, ben, je me faisais un petit peu plus faire des niaiseries un peu dans l'avion. C'est bon, c'est que d'après moi, c'est le signe qui t'apprécie. Évidemment, ça a depuis existé, ça, des vraies initiations. Ben, c'est sûr qu'en 2023, les initiations sont peut-être un peu moins... c'est moins important que dans les années 90-2000, mais
Nous, notre initiation, c'était juste, on s'était habillés, ils avaient trouvé un déguisement pour nous. Puis on est arrivé dans l'avion déguisé, chaque recrue était déguisée. Puis ensuite, il y avait loué une étage sur un bar à Chicago. Puis on était sortis là. Puis ensuite, on est sortis à un bar en équipe. Puis nous, on était déguisés. Fait que c'était drôle. OK. Parce que c'est correct. C'est ça. Je pense que quand ça ne dépend pas les verres, c'est plus un team bonding que d'autres choses. Puis aussi, Yann, il faut se rappeler aussi que les vétérans pouvaient se tenir tranquilles parce qu'il y avait une couple de papiers recrues dans cette équipe-là aussi quand même. Quand même. Il n'était pas si en minorité que ça. Mais on était pareil des recrues, c'est ça qui est. Ah ouais. Moi, ce que j'ai retenu le plus de ta saison, honnêtement, c'est que tu as créé un besoin de l'équipe envers toi, dans le sens que on savait que quand Polanco reviendrait, la place au deuxième but serait un petit peu plus difficile à obtenir. Il y avait toujours le poste de frappeur désigné qui était accessible et tout ça. Mais tu as tellement créé un besoin envers ton bâton que tu as même vu jouer un petit peu au premier but. C'est-tu un accomplissement que tu es quand même assez fier de forcer la main d'une équipe comme ça, de cette façon-là? Oui, parce que quand moi je me faisais rappeler au début, c'était seulement quand Polanco était blessé. Fait que pour moi, à chaque fois qu'il se blessait, c'était bon pour moi, mais en même temps, moi je me disais c'est plate pour le joueur Jorge Polanco, un coéquipier puis maintenant ami, qui se blessait. Puis moi, je voulais pas qu'il se blesse, je voulais pas le malheur d'un autre. Mais à chaque fois qu'il se blessait, moi je me faisais rappeler. Puis la première fois que je me suis fait rappeler, j'ai juste seulement resté une dizaine de parties. Puis ensuite, je me suis fait renvoyer dans le 3A. Puis ensuite, une dizaine de jours après, je me suis fait rappeler. Puis j'ai connu du succès quand même assez bien. Puis ça tombait que Polanco, il a manqué un plus grand nombre de parties. Puis pour moi, le fait que j'avais bien performé, ça a forcé un peu les Twins à me garder, mais aussi garder Polanco les deux ensemble pour avoir les deux bâtons dans le line-up parce qu'ils pensaient peut-être qu'on allait avoir une meilleure équipe. Mais c'est sûr que moi, quand je regarde à tout ça, c'était le seul moyen pour moi de rester dans les lignes majeures, c'était de performer au bon moment quand Polanco n'était pas là. Puis c'était un peu ma seule chance aussi que j'ai eue de pouvoir démontrer ce que j'étais capable de faire. Puis dans ma chance aussi, ben, j'ai bien fait. Puis ils ont apprécié ce que je faisais sur le terrain. Puis, je suis quand même content de tout ça. Ben, c'est ça, c'est un joueur recru, c'est toujours une question de circonstance quand il a sa première chance. Après ça, c'est arrivé. Tu avais embarqué. Russell Martin, tu as parlé tantôt. Il me semble que c'est pas Navarro des Dodgers qui s'était blessé. Puis Russell a eu sa chance. Ses bâtons n'étaient même pas arrivés, je pense, au match. Malheureusement, il frappait avec des B-45, je pense. Il frappait avec des B-45, puis ils n'ont pas suivi. Il a frappé, quelle marque? Puis il a frappé au coup sûr, puis il n'a plus jamais refrappé. Mais parce que tu as 4 parties, je regarde, au premier but dans l'année quand même. T'avais-tu une longue expérience au premier but ou c'était pas si pire que ça? Non, c'est drôle parce que moi, j'avais jamais vraiment joué au premier but de ma vie. Puis, quand je jouais dans le A-Faible, c'était un peu l'année où ils me mettaient partout sur le terrain. Ils me mettaient dans le champ gauche, deuxième but, troisième but, premier but. Puis, il aimait mon coup de bâton, mais il voulait que je sois un joueur d'utilité un peu. Okay. Moi, à chaque fois que je jouais au premier but, ça me fâchait parce que je savais que je n'étais pas 6 pieds 4 puis je ne frappais pas des coups de circuit. Ma game n'était pas faite pour que je joue au premier but. Puis moi, ça me fâchait intérieurement, ça me fâchait. Puis le coach, lui, il voyait que ça me fâchait un peu. Je ne le démontrais pas beaucoup, mais il venait souvent me parler. Il me disait, Edouard, je te le dis, les 20 games que tu vas jouer au premier but, ça va rester avec toi pour le restant de ta carrière. Puis tu vas être prêt à jouer là si un jour il te demande de jouer au premier but. Puis là, j'étais un peu immature. J'étais là, ouais, si je comprends, mais dans le fond de moi, je ne comprenais pas. Puis cette année, là, l'équipe me dit, on va t'utiliser au premier but pour te mettre là avec Jorge Polanco au deuxième but. Puis là, ça m'a fait rappeler les 20 games que j'ai joués au premier but dans les ligues mineures. Ça m'a grandement aidé. Ça m'a appris à comment le jeu de pied ou les lancer, comment lancer au deuxième but, au premier but. Puis ça, c'est maintenant, aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ces 20 parties-là. Puis je suis reconnaissant à ce coach-là. Mais je n'avais pas beaucoup d'expérience au premier but, par contre. Parce que Yann, on en parlait souvent, moi puis toi, des fois le soir, en regardant après les matchs. Maintenant, c'est de même les équipes avec toutes les statistiques avancées. C'est pas tant, mais les Twins avec notre ami Rocco Baldelli, il en fait des changements dans un match, puis gauche, droitier, puis frappeur suppliant, coureur suppliant, puis mesure défensive. Puis aussi, ça aussi, j'imagine que ça a été un bon défi pour toi quand même. De rester focus, même si tu faisais débarquer, de sentir que c'est pas personnel. Il y avait des joueurs plus vétérans que toi, des fois, tu faisais débarquer aussi. Comment tu as managé tout ça? Ça, c'était un bon défi quand même, hein, ça? Ouais, ça, c'était très difficile au départ, je dirais.
Quand on me demande c'est quoi la plus grande différence entre le baseball mineur et dans les majeurs, je pense que ça, c'est la plus grande différence pour moi. Je me rappelle encore, peut-être dans les premières games, je jouais au deuxième but, puis en sixième manche, il m'enlève la partie. Le coach vient me taper sur l'épaule, il me dit ta game est finie, bonne game, c'est fini. Et que là, moi, dans ma tête, je regardais autour de moi, je me disais est-ce que j'ai fait de quoi de mal? J'ai manqué un signal, j'ai fait une erreur, j'ai fait de quoi? C'est de ma faute? Au départ, je prenais ça super personnel. Je me disais, c'est de ma faute, je pense que c'est bon, ou il y a quoi qui se passe avec moi, il y a quoi qui s'est passé durant la game. Mais au courant de l'année, tu te rends compte qu'il fait ça avec tout le monde, qu'il aime le match-up droitier contre gaucher, gaucher contre droitier, ou il aime certains joueurs en défensive pour finir la partie. Puis, pour moi, je prenais ça personnel quand je me faisais enlever de la partie juste pour la défensive, mais au final, ça m'a fait travailler encore plus fort sur les points où je suis un petit peu moins bon. Puis, à chaque jour, je travaillais. Puis, lui, il a vu tout ça, Rocco. C'était un être humain au final. Puis, plus que la saison avançait, plus il me laissait de mort sur le terrain. Puis, plus de parties que j'ai fini à la fin de l'année. Puis, au final, il m'a laissé jouer au deuxième but dans les séries éliminatoires. Je crois que c'est la confiance à gagner, mais il aime utiliser les statistiques à son avantage aussi. Assurément. Puis, tu sais, revenons sur les statistiques, mais je pense que tu travailles fort aussi à défenser depuis quelques années, là, autant l'hiver que l'été. Puis, le monde s'occupe de toi beaucoup. Puis, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié ta progression. Je pense, depuis, si tu t'es fait dire par les entraîneurs qu'ils étaient contents de ton travail, je pense. Hein? Ah, 100%. Puis, je me rappelle, il y a 2-3 ans, le coach, il était venu me voir. Cette année, dans le fond, il m'a dit je t'avais vu jouer défensivement il y a 3 ans, puis je me disais c'est impossible que Edouard joue au deuxième but ou à l'arrêt-court ou dans une position importante comme ça dans les lignes majeures. Son bat, il va pouvoir jouer, mais il ne pourra pas jouer à l'avant-champ. Puis l'an passé, quand ils m'ont vu pendant le camp printanier, le spring training, ben, ils m'ont dit que ma défensive s'était grandement améliorée, puis que maintenant, ils me voyaient comme joueur de deuxième but, puis ils ne voulaient pas m'utiliser ailleurs. C'est un peu quelque chose que ça fait du bien à entendre, puis que c'est positif, puis que ça me dit que continue à travailler, tu es dans la bonne direction, puis lâche jamais. Puis je me rappelle aussi, excuse Yann, ta saison a fort, quand tu étais revenu, tu avais joué un peu à différentes positions. Puis dans ton meeting de fin d'année, tu avais dit l'an prochain, probablement que tu ne voulais pas le dire, mais à ce moment-là, il t'avait vraiment parlé du 2A. L'an prochain, on l'a échappé un petit peu, on ne t'a pas aidé en te faisant jouer partout, on va juste te faire jouer au 2 l'an prochain. C'était ça, il me semble, Ouais. vers le 2A. C'est ça, il m'avait dit vers la fin de l'année qu'on allait seulement te faire jouer au deuxième but, puis l'année prochaine, ça va être ça, ta plus grande. L'important, c'est que je m'améliore défensivement. C'était ça. Il savait que mon bâton allait jouer, mais ma défensive, il fallait que je sois meilleur. Puis j'ai passé beaucoup de temps, puis j'étais chanceux avec les coachs que j'avais. Ils ont été très bons avec moi. Puis à tous les jours, ils m'amenaient sur le terrain avant la game. Puis moi aussi, j'en voulais. Je voulais plus de travail. Puis je voulais travailler, mais à tous les jours, je travaillais sur ma défense. Parlons-en de ce bâton-là. Même quand les Twins ont été éliminés, les gens qui suivaient les World Series cette année ont entendu ton nom jusqu'à la toute fin. Principalement parce qu'il y avait un joueur dans l'équipe de Texas, je me rappelle bien, c'était Young de mémoire, qui avait une excellente statistique, c'était son chasing rate. Il chassait jamais, grosso modo. Fait qu'on voyait toujours le petit tableau avec ses statistiques, que lui était classé numéro 1 dans la ligue, et le numéro 2 était Édouard Julien. Fait que tout au long des séries, même si ton équipe t'a éliminé, on a vu ton nom presque à tous les matchs de la World Series. Parle-nous un peu de ton approche au bâton qui est assez particulière, qui est, je dirais pas unique, mais qui est quand même ta marque de commerce dans cette ligue-là et qui fait en sorte que tu swings pratiquement jamais un pitch qui n'est pas dans la zone de prise. Ouais. Ben moi, ça, c'est probablement ma plus grande force au baseball, c'est mon œil au bâton, mon approche. Je dirais qu'on me pose souvent la question si j'ai tout le temps eu des bons yeux ou des bonnes apparitions bonjour comme ça. Puis c'est dur pour moi de regarder en arrière puis de penser que j'étais si bon que ça, où je prenais autant de buts sur balle, puis j'étais capable de juste me lancer aux prises. Moi, dans ma tête à moi, quand j'étais plus jeune, je faisais juste swinger fort puis je perdais mon casque. Pour moi, la façon que je prends les lancers, je pense qu'il m'aide, c'est que j'ai un swing qui est super, super vite puis super sec. J'ai pas beaucoup de mouvement. Fait que je peux attendre la balle un petit peu plus longtemps dans la zone des prises. Alors pour moi, ça m'aide beaucoup à essayer de reconnaître le lancer ou de juste évaluer où ce qu'il va atterrir dans la zone des prises. Puis je suis super sélectif, je fais mes devoirs sur chaque lanceur, puis je sais un peu qu'est-ce qu'il veut faire contre moi.
Fait que, avant même de rentrer dans le cercle de position, dans le box, ben, je sais un peu où regarder dans la zone des prises pour pas soumis à son changement de vitesse qui va être à terre ou je suis soumis à sa balle courbe qui va être aussi à terre. Alors, c'est un peu une approche combinée avec mon swing et mon œil, mais c'est une affaire aussi que je pratique à tous les jours. Je frappe contre un coach qui me lance mix BP, qu'on appelle, qui va me lancer des rapides, des courbes, des changements de vitesse. Je pratique beaucoup là-dessus, puis c'est quand même une affaire que je mets beaucoup d'importance. Donc, avant un lancer, le compte est 2-1, tu te dis pas, je pense qu'il va me lancer une courbe, fait que tu regardes pour la courbe? Non, tu vas réagir. Ouais. Tu as un plan, mais tu vas réagir, OK. Ouais, c'est très rare où je vais me dire, je vais m'asseoir sur un lancer qu'on appelle, mais moi, je suis plus un frappeur qui veut frapper la rapide, puis ensuite, il va réagir avec ce que le lanceur qui me lance. Ça existe encore dans le baseball majeur, des frappeurs qui regardent pour des lancers? Oui, 100%. Il y a certains frappeurs, quand ils deviennent plus vieux, ils n'ont plus le bat speed ou l'élan assez vite pour juste s'attendre à une rapide puis réagir à d'autres affaires. Fait, eux, ils vont bâton puis sont vraiment, vraiment plus intelligents. Ils ont de l'expérience puis ils savent, en faisant quelques affaires, ils vont réussir à faire lancer c'est le lancer qu'ils recherchent. Fait, je mets un exemple. Nous, j'avais joué avec Nelson Cruz pendant le spring training, puis lui, ça m'avait impressionné parce qu'il m'avait dit je vais frapper sa courbe. Mais pour qu'il me lance la courbe, je vais frapper la rapide. La première rapide qu'il me lance, je vais attirer loin, fausse balle. Puis, pour moi, dans ma tête, ça faisait aucun sens, mais il avait souligné super en avance. Puis la rapide, il avait fait une fausse balle super loin, super loin. Wow. Puis ensuite, il s'était dit, il va me lancer une courbe. Puis ça me fascine parce que tu sais, JP, je suis un catcheur depuis longtemps, puis on s'amuse avec les frappeurs de cette façon-là, dans le sens que si le frappeur t'envoie un indice aussi flagrant qu'il est beaucoup trop en avance sur la rapide, instinctivement, de notre côté, on disait hey, c'est le temps d'envoyer un change-up, c'est le temps d'envoyer une courbe lente ou quelque chose comme ça. Mais de voir qu'un frappeur peut faire ça intentionnellement pour confondre le catcheur en arrière, je me dis, oh les shit, je suis pas fait pour ce sport-là. Non, c'est ça, c'est un peu. C'était ça la différence aussi, mineur, majeur, c'est que les lanceurs sont intelligents, les catchers sont intelligents aussi. Moi, ça m'était arrivé aussi, j'avais essayé ça, je pensais à Nelson à New York, j'étais à New York, je affrontais Nestor Cortez. Puis ça faisait 2 apparitions qui me lançaient sa cutter, puis je frappais un petit roulant. Puis je m'étais dit, il va me lancer une rapide, je vais se soumettre super fort en avance, puis il ne me relancera pas sa rapide, il va me lancer sa cutter. Puis j'avais soumis super fort à sa rapide, je l'avais juste manqué, puis super confiant. Moi, le jeune recrue, il ne connaissait pas grand-chose. Je regardais le lanceur, puis je faisais confiant, là, moins de ta rapide encore, mais dans ma tête, j'étais là, lance-moi ta cutter, s'il te plaît, je veux juste ta cutter. Finalement, il m'a relancé l'autre rapide à l'intérieur, puis j'avais juste réagi pour 3e prise. Puis lui, c'est là, après ça, il me regardait, puis il était là. C'est la recrue. C'est beaucoup plus une bataille mentale que physique. Puis tu as parlé un peu tantôt tu fais tes devoirs avec les statistiques avancées. Là, si je ne me trompe pas, tu m'avais dit qu'ils sont 4-5 des personnes à temps plein qui font juste analyser ça. Puis c'est à vous autres, les joueurs, OK, là, je prends-tu tout ou j'y parle plus, j'y parle pas, parce qu'ils autres, ils vous parleraient toujours, je pense, hein, entre chaque apparition. Ben, à chaque partie, il y a une feuille dans le fond qui vient nous voir. Il les donne au coach des frappeurs pour que ce soit un petit peu mieux pris. Le coach des frappeurs vient nous voir puis il nous montre un peu la box des frappeurs, là, la zone des prises. Puis il nous dit il va essayer de te lancer ça avec tel lancer. Fait qu'il faut que tu sois prêt à la rapide haute avec une change-up away. Fait que si j'étais eux, c'est ça que je ferais contre toi. C'est ça que les lancers qu'ils lancent va le mieux contre toi. Fait qu'à chaque lanceur, on a une idée un peu de ce qu'il veut faire contre nous. Puis on utilise ça à notre avantage ou non. Il y a certains frappeurs qui n'aiment pas ça savoir ça. Fait ils vont avec ce qu'eux pensent. Puis c'est chacun sa propre philosophie. Puis y a-tu des moments que tu l'utilises plus ou moins? Quand ça va. C'est moi quand plus au contraire. Moi, quand j'ai commencé, c'était un petit peu plus difficile pour moi quand j'ai mes 15, 20, 30 premières parties dans la Ligue majeure parce que j'avais tellement d'informations que je me perdais dans tout ça. J'arrivais au bâton, un changement de lanceur, puis là, je regardais l'iPad qui disent quel lancer qu'il y a, puis qu'est-ce que la shape des lancers. Puis le coach était à côté de moi, puis il me disait OK, dans le compte 1-1, il va lancer une rapide. Dans le compte 2-0, il aime ça lancer une change-up. Dans le compte 3-1, il te lance une courbe.
Puis là, j'arrive au bâton, j'avais tellement d'informations que je ne savais plus quoi faire. Puis la batte était finie après 3 lancers parce que je pensais trop. Puis la deuxième fois que je me suis fait rappeler, c'est là que j'ai fait l'ajustement que c'est la même partie au final. Oui, on a plus d'informations, mais j'affronte un lanceur, puis lui, c'est moi contre lui, puis je vais utiliser ce que je faisais dans la ligne mineure qui marchait pour moi, puis je vais essayer de le faire dans la ligne majeure. Au final, c'est la même partie. Puis j'ai un peu arrêté de prendre toutes ces informations-là, puis je prenais ce que moi marchait pour moi. C'est ça, garder ce qui t'a amené là, tu as quand même des forces qui t'ont amené là, des amener là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ajuster un peu, mais de garder tes forces, ton instinct, frapper un peu à la dernière seconde, comme tu parlais tantôt, à cause de la vitesse de bâton, tout ça. Là. Ben écoute, ce qui résume là, ça a été un commentaire de Beau Bichette, je pense, dans l'année, justement, de dire carrément, le département d'analytique, à un moment donné, j'étais plus capable. Là, il a fallu que j'en sorte complètement pour dire, moi, je suis capable de frapper une balle, puis j'ai arrêté de penser, puis ça y avait fait du bien un peu en fin de saison. Mais c'est impressionnant de voir les outils que vous avez. Moi, ce qui me fascine un peu du département d'analytique, c'est si j'avais une job dans une équipe des majeurs demain matin, c'est là que je serais. Là. Ce serait ça qui me ferait triper. C'est quoi la relation entre les geeks de ce département-là puis les joueurs de baseball comme tels qui vous venez de milieux complètement différents, là, on s'entend. Là. C'est quand même drôle de voir des matheux, si on veut, avec des gars de baseball comme ça. Non, au départ, c'est sûr que tu prends ça. C'est bizarre parce que le old school baseball, tu te dis tu n'as jamais joué au baseball, tu ne sais pas c'est quoi être dans mes souliers, tu ne sais pas c'est quoi affronter un gars qui lance 95 avec une courbe ou un job. Tu peux me dire que c'est rapide va monter un peu, mais tu ne sais pas c'est quoi le feeling. Fait il ne comprend pas un peu les mots baseball, il ne comprend pas ces termes-là. Fait moi, je pense que les Twins ont fait une bonne. Ils font bien de prendre ces geeks-là, les personnes super intelligentes qui sont bons avec les statistiques avancées, puis donner ça aux coachs. Puis eux, les coachs qui ont joué au baseball, ils connaissent beaucoup le baseball, après, eux nous les disent avec des termes de baseball. Alors, c'est sûr que dans la saison régulière, c'est différent vu qu'on affronte une équipe 3 fois, puis on affronte un lanceur une fois, puis ça finit là. Tandis que quand on est arrivé dans les séries, c'était une différente game parce que là, on affrontait le lanceur plusieurs fois. On affrontait la même équipe 5 fois ou 6 fois ou 3 fois, dépendamment de combien de games qu'on a joué contre les Astros. Mais c'est là que j'ai réalisé à quel point que là, en série, c'était rendu une différente partie parce que là, les personnes qui étaient super intelligentes venaient te voir toi-même et disaient là, dans la première partie, quand il y avait un gars au deuxième but, il te lançait que des courbes. Fait que si tu vas au bâton avec des joueurs en position marquée, ça va être que des courbes. C'était super. C'était encore plus poussé. Puis on dirait que vu qu'il y avait de quoi en jeu, ben là, c'est encore plus important. Puis il se sentait obligé d'aller te le dire. Parce qu'il faut, je pense, Yann et Edouard, je pense qu'il faut rappeler aux gens que normalement, surtout en série, mais tu sais, comme là, d'après moi, là, les Twins étaient sûrs de faire des séries. C'était soit Toronto, je ne sais pas trop quelle équipe. Là, Minnesota envoie des éclaireurs, des dépisteurs pour regarder la série d'avant, une semaine avant. Il y a toutes les statistiques de l'année d'avant, mais c'est assez fou. Là. Mais est-ce que c'est toujours de même en saison régulière? Tu affrontes Seattle, la série d'avant, tu as des dépisteurs qui vont voir Seattle? Non, dans le fond, tout est en ligne maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Fait que toutes les données, nous, les Twins, ont créé leur propre logiciel. Ça va loin. Ils engagent des personnes super intelligentes qui créent des logiciels pour eux. Fait que toutes les données sont déjà entrées dans le système. Ensuite, le coach des frappeurs avec le département analytique, il crée des plans contre chaque lanceur. Mais c'est beaucoup moins poussé qu'en séries éliminatoires. OK. OK. Ouais, on en parlait des séries tantôt. Tu as parlé un peu de. Moi, je m'étais mis une note pour parler du gérant Rocco Baldelli. Tu as parlé du côté humain un petit peu. Je ne sais pas comment il a été toute l'année, comment c'est dans ce milieu-là. Est-ce que le coach parle un peu? Je me rappellerai toujours, moi, Yann. Évidemment, j'étais là comme spectateur au premier match à Edouard au Minnesota, puis la série d'après à New York. Puis quand on est rentré dans le stade du Yankee Stadium, première chose qu'on voit, c'est Rocco Baldelli qui est au deuxième but presque au bâton des Twins, avec Edouard jasé. Edouard m'a mentionné, je pense qu'il avait dit relax le kid, fais attention, il va y avoir plein de monde qui vont être là pour toi, mais concentre-toi, puis une étape à la fois, va pas manger au resto avec tes chums, reste en contrôle. Mais j'avais trouvé ça vraiment humain. J'imagine que tu avais apprécié, puis est-ce que ça s'est poursuivi un petit peu? Comment ça marche? Hein? Non, vraiment, Rocco, c'est vraiment une bonne personne. Puis, un peu, lui, il me comprenait encore un peu plus. Vu que lui, il vient de New York, il vient un peu de Northeast. Il a grandi à jouer au hockey ou des sports hivernales. Puis,
il y a un peu cette mentalité-là aussi qui gagner, puis vouloir gagner, puis on a du chien, puis vouloir aller battre l'autre équipe, puis c'est une compétition. Puis lui, on le voyait jamais, c'était drôle parce qu'on le voyait jamais pendant la journée, mais quand la game commençait, il était sur le banc, puis là, on arrivait, puis c'était salut Rocco, puis tout ça. Mais sur la route, par contre, il était beaucoup plus actif, il se promenait un peu plus, il jasait avec tout le monde, il avait ses conversations avec tout le monde, mais je dirais que vers la fin de l'année, il venait souvent me parler. Il venait me parler de n'importe quoi, là, de ce qu'il avait vécu la soirée d'avant ou c'est quoi que tu devrais faire pendant la saison hivernale ou des relations avec ma famille. Il me parlait de ma famille, de sa famille, rencontrer sa famille. Puis, Rocco, c'est vraiment une très bonne personne. Puis quand je crois qu'il t'aime, ben, il va faire n'importe quoi pour toi. Puis la relation qu'on avait ensemble, c'était un peu bizarre parce qu'il n'est jamais proche de certains joueurs, mais avec moi, il essayait tout le temps pas de me faire rire, mais de faire des coups un peu sur moi. Il faisait un speech à l'équipe, puis il fallait que, à chaque fois, il fallait que ce soit moi qui aille à côté de lui tenir son papier, puis faire le mot final. C'était tout le temps, ça avait tout le temps de quoi de bizarre qui arrivait avec moi. Puis c'était drôle, mais c'est une très bonne personne aussi que j'aime. OK. Intéressant. Hey, mais ça m'a flashé, là. Donc, les matchs à domicile, il n'est pas au pratiquer au bâton, à se promener sur le terrain, puis il est dans sa chambre, probablement que ses meetings de gang analytique. Puis, OK. Ouais, il reste dans son bureau. Là, des fois, il va sortir au BFP, mais ouais. La plupart du temps, il est dans son bureau, puis nous, on fait nos affaires. On est tout le temps en train de travailler ou faire de quoi, mais c'est rare que tu le vois, puis il est tout le temps à la course quand tu le vois. Tu n'as pas le temps d'y parler vraiment. Question un peu plus de mécanique qu'on va faire vivre un peu aux jeunes qui t'écoutent. Comment ça se passe les journées d'un joueur d'un majeur? On voit les joueurs de football qui ont beaucoup d'entraînement, qui ont une journée de match par semaine. On voit les joueurs de hockey qui ont un entraînement le matin, après ça un entraînement le midi, tout ça. Je dis souvent, au baseball, on passe un peu sa vie en pyjama d'une certaine façon parce que l'uniforme est très loose, très relax, mais en même temps, tu n'arrives pas 30 minutes avant la partie de ton côté. Tu arrives quand même vraiment de bonne heure au terrain. C'est 6 jours par semaine souvent. C'est combien d'heures par semaine sur le field? Puis il reste-tu du temps pour une vie sociale quand même de ce côté-là? C'est ça qui est drôle parce que chaque fois, je dis à mes amis ou à les personnes qui viennent me voir, je dis, moi, il faut que je sois au terrain à 1 heure. Le lendemain, tu sais, une game à 7 heures, il faut que je sois au terrain à 1 heure. Puis là, ils me disent, ah, 1 heure? Pourquoi tu vas là aussitôt? Tu as besoin de te mettre ton habit et aller jouer. Tu n'as pas besoin d'être là aussitôt. Ça surprend toujours tout le monde, mais on est comme un peu des robots, nous, les joueurs de baseball. On joue à tous les jours, on fait la même routine à tous les jours. En fait, pour moi, j'arrivais au terrain à 1 heure, dépendamment de que la game était, mais j'arrivais à un certain nombre à l'avance. Puis moi, ce que je faisais, c'est que j'allais je prenais un cold tub puis hot tub, là, bien chaud, bien froid. Ensuite, j'avais des traitements pour certaines parties de mon corps. Ensuite, je m'entraînais, je frappais dans les cages, puis à travers ça, je mangeais un petit peu. Mais tout ça, ça prenait un bon 3-4 heures. Puis 1 heure avant la game, c'est là que tu prends ta douche, tu te prépares, tu écoutes de la musique, puis tu retournes frapper dans les cages, faire la pratique dans le match un peu, un petit peu plus strict à ce que tu vas affronter cette soirée-là. Puis ça va vite. Oui, c'est 4, 5, 6 heures de temps, mais il faut vraiment que tu bouges vite, que tu fasses tes affaires et que tu sois vraiment à tes affaires parce que sinon tu vas manquer de temps. Puis, moi, j'aimais ça aussi, avoir beaucoup de temps pour tout faire. Puis il faut justement sauter quelques étapes. Tu n'avais pas compté qu'il y avait une compétition entre toi et Pablo Lopez pour qui arrive le premier au terrain? Ben, au départ, moi, j'arrivais super tôt au terrain parce qu'une recrue, nous, je ne voulais pas avoir l'air du gars qui arrivait sur la fesse tout le temps ou qui était tout le temps en retard, qui ne voulait pas trop en faire. Mais fait que j'arrivais super tôt. J'arrivais au terrain à midi 7 heures avant la partie. Puis même les chefs ne sont pas là. Il n'y a personne qui est arrivé. Même les trainers me disaient qu'est-ce que tu fais aussitôt au terrain? Tu peux arriver plus tard. Mais à chaque fois que j'arrivais au terrain, Lopez, le lanceur, Pablo Lopez, son auto était toujours parqué là avant moi. Donc là, on connectait les deux lockers à côté de moi. Puis là, j'étais comment tu fais? Tu arrivais tout le temps au terrain avant moi. Puis il y a eu une journée dans le mois où je suis arrivé avant lui. Puis là, je l'avais écœuré un peu. C'est quoi qui s'est passé un matin? Là? Je te reconnais plus. Là. Je suis dit avant toi. Non, il riait aussi. Lui, il a l'air vraiment gentil. Lui, de l'extérieur. Il est toujours souriant. Il a l'air bon parlant. Il parle, il a un super bon anglais. Il vient du Venezuela, mais super intelligent. Puis il s'entraîne très, très fort. Là. C'est quand même une bonne acquisition que les Twins ont fait. Ah oui, c'est clair.
Oui, puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec les Twins. Tu sais, on n'est pas dans le gros marché de Los Angeles qui est en train d'acheter tout ce qui existe du Japon pour l'équipe, on dirait l'année prochaine, mais qui dépense des centaines de millions. Mais en même temps, c'est pas les Aces d'Oakland non plus. Là. On est dans une position où est-ce je pense, une masse salariale autour de 116-120 millions de dollars à peu près. Donc, on est capable d'avoir des joueurs de qualité à la Correa, à la Lopez aussi, mais un core qui est très intéressant, mais ça laisse des places aussi pour des recrues qui ont des salaires un petit peu moins élevés. Donc, c'est pas Yankees de New York non plus. Ça doit être assez agréable comme recrue d'être dans une équipe de ce genre-là, parce que ça veut dire que tu vas avoir ta chance. Tu ne feras pas nécessairement voler ton poste par un free agent qui arrive out of nowhere là, de ton côté. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un échange ou d'un free agent qui signe aussi un joueur de deuxième but ou un joueur d'avant-champ qui signe, mais c'est le fun de voir aussi qui donne la chance à des jeunes, mais qui ont un très, très bon système dans les ligues mineures. Ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont des très bons coachs, puis c'est comme une famille dans les ligues mineures qui est un peu différent avec les autres organisations que j'ai pu comprendre. Nous autres, ils mettent beaucoup de temps puis ils veulent développer des bons joueurs pour justement soit les échanger ou les utiliser au niveau des ligues majeures. Puis pour moi, j'ai été chanceux, un peu comme j'ai dit tantôt, d'avoir des joueurs qui sont blessés, mais même dans les ligues majeures, ils sont très ouverts aux recrues, ils veulent que tu performes puis ils te font confiance. Moi, je me rappelle, à ma deuxième game, j'étais déjà frappeur lead-off. J'avais joué une game puis j'avais pas fait grand-chose à part souligner 3-0 dans le banc. J'avais pas fait grand-chose. Je m'avais tout de suite mis premier. Je me rappelle encore, je regardais l'alignement. Puis moi, quand je vais au terrain, je regardais l'alignement. Puis je regardais au bas de l'alignement, je voyais pas mon nom. Je me disais, je joue pas. J'allais dans les cages, je disais au coach, moi, je joue pas aujourd'hui. Mais là, il dit, ben oui, tu joues. Tu frappes premier. Hein? Fait que là, c'est sûr que de jouer pour une organisation qui font confiance à leurs recrues puis qui savent qu'il faut qu'ils développent pour gagner, ben, c'est toujours le fun. Oui, puis tantôt, tu parlais aussi de. Je sais que je le dirais à la fin, tu n'aimes pas ça parler de toi puis te vanter. Là, on te pose quelques questions et tu es obligé de parler de toi, mais tu sais, ce que Yann t'a dit un petit peu, tu n'as pas laissé le choix quand même. Puis tu sais, une journée de 0-4 d'Edouard Julien, c'est pas le même 0-4 d'un autre joueur. C'est d'aller loin dans le compte, c'est soutirer un but sur balle, c'est de faire avancer. Donc, c'est dans les statistiques avancées, tu es comme dans le bon timing aussi que ton 0-4, c'est hey, le lendemain, il joue, puis that's it, puis il n'y a pas de problème. Ouais. Puis c'est ça. Puis moi, quand j'ai grandi à regarder des joueurs comme Joey Votto ou Justin Morneau, des joueurs qui utilisaient d'autres moyens de se rendre sur les buts que juste frapper la balle. Puis quand tu es capable de prendre tes buts sur balle, ben, le jour où ce que tu deviens moins athlétique ou ce que tu es moins fort peut-être ou ce que tu frappes moins fort, ben, si tu es capable de te rendre sur les buts à cause de tes yeux, ben ça va rester toute ta carrière. Tandis que si tu es juste athlétique puis tu swings à tout puis tu as beaucoup de bat speed, ben, le jour que tu as un petit peu moins de bat speed, ben, ça va être difficile de faire les mêmes efforts que tu faisais quand tu étais à ton pic athlétique. Ben, pour moi, je l'ai vu comme ça puis je l'ai appris tôt dans ma carrière. Alors, je suis quand même chanceux puis je suis content aussi d'avoir eu des bons entraîneurs qui m'ont guidé vers la bonne voie. Tout à fait. On dit souvent dans les clubhouses des majeurs que ça se divise beaucoup avec l'ethnicité un peu. Donc, les gens un peu plus latinos vont se tenir ensemble. Les Américains vont être ensemble beaucoup. On commence à voir un peu plus de Japonais dans la ligne tranquillement. Les Québécois n'ont pas une tonne. Naturellement, on s'intègre avec quel groupe? Ou est-ce qu'au contraire, chez les Twins, ça n'existe pas un peu, ces groupes-là à l'intérieur de l'équipe, même s'il y a quand même 25 joueurs? Ouais, ben, moi, j'ai été habitué un peu d'être toujours la personne qui était toujours, pas à part, mais qui était tout seul. Moi, j'étais à l'université, puis j'étais le seul français. Tout le monde venait d'Alabama ou de Georgie, c'était tous des country guys, des cowboys. Moi, j'étais le petit gars de Québec qui s'appelait différemment, qui parlait pas anglais. Mais non, dans les ligues mineures, c'était pareil. Moi, j'ai toujours eu la facilité, pas la facilité, mais j'étais pas gêné dans la vie, puis j'avais pas peur de me faire rire de moi ou juste d'avoir du fun. J'ai toujours eu la facilité de m'introduire avec les latins vu que je parle un peu espagnol. Puis maintenant, je parle très bien espagnol. Alors, c'était facile pour moi d'avoir une relation avec eux. Puis les personnes de maintenant des États-Unis, je m'entends bien vu que j'étais allé à l'école, à l'université, puis on a beaucoup de choses en commun. Mais pour moi, ça n'a jamais été trop difficile de m'introduire ou juste de m'inclure dans un groupe. C'était qui, Edouard? Je sais qu'en début, dans le camp d'entraînement, tu avais parlé de Correa, mais je pense récemment, c'était qui les gars qui s'entendaient un peu mieux là, à la fin de la saison?
Je dirais plus Carl Farmer, un joueur d'avant-champ aussi qui était utilité, qui jouait un peu partout. Joey Gallo, qui était aussi un joueur d'utilité, qui était au premier dans le champ. C'est des très bonnes personnes, des très bons vétérans. Puis eux, sans le vouloir, on se ramassait souvent quand c'était un lanceur gaucher, on se ramassait tout le temps ensemble sur le banc. Quand on arrivait à une nouvelle ville sur la route, on allait souvent manger ensemble. Puis ils prenaient soin des jeunes, puis ils voulaient être un leader, puis amener tout le monde avec eux pour avoir un cercle, avoir une équipe qui était soudée. Tandis que certains joueurs dans l'équipe, ils voulaient peut-être pas, c'était pas leur rôle ou ils n'aimaient pas ce rôle-là. Mais Carl Farmer, une très très bonne personne, puis Joey Gallo aussi, c'était. C'est impressionnant d'entendre ça, Ed, parce que ça reste quand même deux gars que vous compétitionnez pour les mêmes postes. Là. Gallo, voltigeur, était premier but, était frappeur désigné. Farmer, c'est un joueur d'utilité. Je comprends qu'il frappait de la droite, là, mais c'est quand même. À un moment donné, ces gars-là, ils ont tellement d'expérience que, regarde, là, quand c'est la game est finie, on apprécie Edouard, on va aller manger avec. Puis, c'était difficile parce que Farmer, c'était sa première année où il ne jouait pas à tous les jours. Puis lui, au départ, c'était difficile pour lui parce qu'il se disait « je suis meilleur que eux ». C'est un peu un disrespect, un peu « regarde, je suis capable de mieux faire, puis je ne joue pas à tous les jours ». Ça fait en sorte que je n'ai pas les mêmes résultats vu que je n'ai pas des games à chaque jour. Puis pour moi, je me sentais mal parce que c'était comme un de mes meilleurs amis dans l'équipe, mais je jouais pour lui au deuxième but, puis il venait me remplacer en deuxième manche, puis lui, il n'était pas habitué d'avoir les jambes froides, puis il arrivait juste toujours à dépenser, puis lui, ça le faisait un peu, ça le fâchait, parce qu'il se disait, moi, je vais affronter le gars qui lance 100, puis je vais jouer en depth 2 manches, puis c'est tout le temps un 0-1 quasiment, parce que c'est difficile d'affronter un lanceur. Mais dans tout ça, il a tout le temps été un bon vétéran, il était tout le temps content avec moi, il voulait que je m'améliore, il m'aidait. Puis j'ai que des bons mots à dire sur cette personne. C'est le fun d'entendre ça, Yann, hein, quand même, que dans ce monde-là de joueurs professionnels des ligues majeures, c'est le fun d'entendre ça. Moi, ce qui ressort beaucoup dans ce qu'on entend, c'est les défis psychologiques qu'on a tout au long d'une carrière. C'est ça qui est assez impressionnant parce qu'on le dit, là, c'est des clichés. Le baseball est un sport mental, mais quand on entend ça, ça fait juste le confirmer. Il y a une petite affaire qui m'accroche dans ce que tu viens de dire. La différence entre affronter les releveurs versus affronter les starters. Ça se compte en nombre de 1000 à l'heure, puis l'ensemble du stuff qu'ils peuvent avoir à lancer. Donc, en général, les lanceurs partant lancent un peu moins fort, évidemment plus longtemps, mais avec plus de pitch à effet et généralement un peu plus de contrôle. Mais on est rendu avec des releveurs dans la ligne qui s'amusent souvent en haut du 100 000 à l'heure. Sérieusement, on a-tu vraiment le temps de voir la balle à 102 000 à l'heure, Edouard? Ouais, on a toujours le temps, mais par contre, ton temps de décision, il faut que tu t'apprennes vite ta décision parce qu'elle arrive vite la balle, mais ça ne m'est pas arrivé trop souvent d'affronter 102, mais quand le lanceur a 102 avec un autre lanceur avec ça, c'est souvent difficile. Ouais, c'est ça, c'est pas juste. Bonne nouvelle, lui qui lance le plus fort dans la ligue, il joue avec toi. Fait que ça, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur en plus. Fait que je pense pas dans ouais, c'était impressionnant. Moi, je l'ai vu dans les séries, en direct. C'était comme. Les gars, ils n'ont pas eu 2 manches. Les gars, ça n'a rien frappé. D'ailleurs, je drop que j'étais là à 3 événements majeurs. Ton premier coup sûr et circuit au Yankee Stadium. Ton premier circuit quelques jours après au Fenway Park. Quand même, ça a commencé quand même la séquence. Et ton premier circuit en série. Tu as dit l'autre fois aux médias que c'était probablement ton plus gros coup sûr. Puis, tu sais, je t'entends parler depuis oui, mais tu sais, même encore là, puis même dans les discussions sur le coin du dôme, tu parles souvent de victoire, puis avec le Canada, avec la World Classic, tu parles de victoire, puis de championnat, etc. Tu sais que ton plus gros coup sûr, c'était en série. Donc, ça devait être capoté, effectivement. Puis, c'était quoi? C'était comment les séries? Oui, il y a ce circuit-là, mais c'était comment les séries? Tu disais tantôt que c'était un peu plus différent, ça devait être capoté. Ouais, juste quand tu sortais pour juste aller t'échauffer avant la partie dans le champ, c'était juste là, c'était différent. Le nombre de personnes qu'il y avait dans les estrades, puis l'ambiance qu'il y avait déjà en partant, quand la game s'est commencé, c'était différent. Puis, quand je l'ai senti, moi, quand j'ai joué en défensive contre les Blue Jays, les 2 games qu'on a joués à la maison, on n'avait jamais gagné de game en 20 ans. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné une série, puis une partie. Puis nous, d'avoir gagné la première game, puis juste d'avoir été dedans en défensive, chaque jeu est important. Chaque balle frappée, chaque balle lancée, on dirait que c'est x10.
l'intensité qu'il y a dans l'atmosphère ou juste la fébrilité, que tout le monde est stressé, tout le monde veut qu'on gagne. Puis, chaque apparition au bâton, c'était important. Puis, il y avait beaucoup d'émotions. Puis, pour moi, juste avoir expérimenté ça dans ma première année, de le vivre, puis de gagner à la maison, puis de voir c'est quoi le stade au Minnesota plein, puis tout le monde qui criait, avec les towels, les serviettes blanches, rouges. C'était une très belle expérience. Puis, comme JP a dit, mon circuit contre les H-Shows, ça a été mon plus beau moment à date de baseball. Ah, c'est cool ça. Parce que moi, comme je l'ai vu en direct, mais quand, je ne sais pas si en venant ici ou à la télévision, on voyait ta réaction de loin où ce que j'étais, je ne l'ai pas vu ta réaction, je voyais, mais tu sais, voir ta réaction, tu voyais, il y avait l'émotion là, un peu partout. Parce que moi, je n'en démontre pas d'émotion, comme tu peux le voir. Je ne suis pas quelqu'un qui démontre le plus d'émotion, mais quand ça arrive, c'est plus fort que toi, on dirait. Là, ça le fait tout seul, puis tu peux l'accorder un peu, puis tu te rappelles de rien après, parce que tu es tellement dans le moment présent, puis là, tu t'arrives quelque chose qui arrive, puis tu n'as même pas le temps de vivre l'expérience en tout cas. Là. Probablement que ça faisait 4, 5, 6 jours là, que tu étais extrêmement concentré, je ne montre pas mes émotions, on gagne contre les Jays, je suis content, mais je reste focus. Prochaine étape, puis là, c'était tellement un gros coup sûr important que c'est ça. Mais tu sais, si je ne me trompe pas, il me semble que là, je ne veux pas faire il me semble que c'était au deuxième but, tu étais intense. Ta tape du coach au 3, d'après moi, il a eu mal à la main. Mais après ça, au marbre, tu étais revenu, l'Edouard qui. Ah, c'est correct. C'est Faut que tu fasses comme si tu avais déjà été là avant. Là, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça qu'on essaie d'enseigner aux jeunes. Évidemment, là, à peu petite catégorie, comme faire ton premier double jeu, ton premier circuit d'essai de. Parce que c'est tellement intense, le baseball, tu parlais, Yann, c'est tellement mental qu'il faut, on dit souvent pas trop haut, pas trop bas. Fait que c'est un peu ça, effectivement. Mais c'est bien de voir le baseball avec un peu d'émotion quand même, parce qu'il y en a moins quand tu joues 162 matchs en 170 jours. Une des choses qui est vraiment cool pour la région de Québec, puis je pense que vous vous en rendez peut-être compte, mais en même temps, nous autres, on le vit un peu plus de l'interne avec nos enfants. Le fait tu sais, moi, comme JP disait, j'ai deux enfants au canonnier, donc 12 ans, 14 ans, et ils s'entraînent au dôme. Puis il voit Édouard Julien au dôme de temps en temps. Tu sais, un moment donné, je me rappelle, Jacob était revenu à la maison, il dit « Hey papa, il dit, les gars capotaient aujourd'hui. » Il dit « Ah, pourquoi? » Il dit « Wilfred a eu un eye contact avec Édouard. » Puis tu sais, juste le fait que tu sois là, que tu t'entraînes dans le dôme, premièrement, que les installations soient bonnes pour que tu puisses le faire, c'est vraiment cool, mais aussi que les jeunes puissent te croiser. C'est hallucinant l'impact que tu as sur les jeunes. Est-ce que tu le ressens un petit peu? Est-ce que tu regardes ça aller un peu? Moi, je sais que les gestes que tu peux poser avec eux, juste par ta présence, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que tu le réalises un peu ou c'est un peu dur à gager de ton bord? Je le réalise un peu. C'est difficile pour moi de le réaliser parce que moi, il y a 3 ans ou 2-3 ans, je coachais les secondaires 1 dans un tournoi où je coachais au sport-études de certaines stations. Puis je me rappelle encore certains jeunes d'avoir coaché. Puis maintenant, de les voir aujourd'hui, pour moi, c'est normal. C'est comme, j'ai pas changé, je suis la même personne. Oui, j'ai joué au plus haut niveau, mais au final, je suis la même personne, j'ai pas changé. Puis j'ai eu des relations avec certains jeunes. Puis pour moi, d'aller voir aujourd'hui, puis de les voir un peu impressionnés ou juste avoir un peu pas la même réaction avec moi, ben, ça fait quelque chose parce que ça fait juste démontrer que j'ai fait quelque chose pour les impressionner ou juste pour un peu leur dire qu'ils sont dans la bonne voie aux autres aussi, de travailler fort puis de comprendre qu'ils sont dans la bonne place s'ils veulent se rendre au prochain niveau. Le sport-études canonnier sont quand même une des meilleurs programmes maintenant au Québec et au Canada. Fait que pour moi, de juste être là puis d'aider les jeunes ou juste de leur montrer c'est quoi l'entraînement que je fais, ben c'est juste un plus pour moi d'être à Québec. De voir, Yann, c'est très bien que tu le mentionnes, c'est super, c'est de voir le fait que Edouard ne peut pas toujours jouer à mascotte non plus avec tout le monde. Là, quand il est là, il est focus sur ta parole. Edouard, il a un job aussi. Sa job présentement, c'est s'entraîner. Entraîner, puis tu ne peux pas être souriant, puis regarder partout, puis t'améliorer. Fait que quand Edouard rentre dans le dôme ou rentre dans la salle de musculation, je dis, il est focus. Et oui, il va saluer les gars, là, mais à la limite, juste ça, de dire, regarde, c'est ça un athlète pro. Tu ne peux pas
5 swings en jasant à gauche et à droite. Puis donc, c'est intéressant d'avoir ça. Mais c'est sûr que c'est un héritage juste que tu sois là, mais d'avoir la chance, effectivement, d'être à Québec. Même si Rocco essaie de t'avoir en Floride. Alors là, il faut parler du high pitch. Il faut parler du high pitch parce que on voulait parler de ton entraînement hors saison. Ça fait quelques années que tu t'entraînes au Dôme. Tu es là souvent novembre, décembre, janvier, puis quelque part en février, tu vas repartir. Fait que c'est un 3-4 mois là, d'entraînement. Explique-nous une journée type d'entraînement pour toi. Alors, pour moi, à Québec, c'est un petit peu plus relax. Là, je me lève vers 9h30, 9h45, puis je m'entraîne vers 10h30. Alors, de 10h30 jusqu'à 1h, j'ai un entraînement de 1h30, puis ensuite, je frappe pendant 1h, 1h30, puis je prends des roulants à travers ça aussi. Alors, le baseball dure 1h30, puis mon entraînement dure 1h30. Puis, ça ressemble à ça un peu. Je fais ça 4 fois semaine. Les fins de semaine, généralement, je fais juste un entraînement qui va être du vélo ou de la course, un type de cardio, mais la fin de semaine, je prends ça off côté baseball. Mais ça ressemble à 4 fois semaine, je fais baseball entraînement. Puis à travers ça, j'ai quelques traitements avec masso ou des aiguilles là, pour l'acupuncture, mais c'est un petit peu plus relax, de prendre soin de mon corps, puis de enjoy les moments avec ma famille, puis relaxer un peu. Le bras lanceur, c'est-tu quelque chose que tu tombes en congé un certain temps? Là? Je veux dire, est-ce que tu arrêtes de lancer des balles pendant une bonne séquence de temps, généralement? J'ai arrêté pendant peut-être un mois, mais moi, personnellement... 3 semaines. Menteur. Ouais. Il sortait là, il était plus capable. C'est bon signe. Excusez-moi. Pour moi, j'ai de la misère à arrêter un bout de temps. Il faut que je lance à tous les jours pour que mon bras soit en shape pour jouer une partie. Puis j'aime ça me lancer à tous les jours. Ça fait du bien pour mon bras. Alors, j'en profite. D'avoir le don aussi, ça l'aide. Hein? De pouvoir se lancer de longue distance ou de frapper à l'intérieur puis voir ta balle voyager. C'est un atout qu'on a, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au Canada qui peuvent dire, qui ont la chance de dire qu'ils ont un don ou qui s'entraînent. Puis pour moi, de l'avoir certains temps dans la journée où je peux tout faire, puis j'ai une grandeur qui est très, très intéressante pour moi, puis c'est parfait. Ça, c'est évidemment, Yann, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes le matin, il y a beaucoup de jeunes l'après-midi, il y a un petit peu moins de jeunes le matin, le midi, ou des fois presque jamais. Donc, c'est souvent là un peu qu'Edouard vient faire ses choses, là, puis c'est d'avoir un peu ses moments pour faire ses choses. Puis, il frappe souvent, je ne le vois jamais frapper dans des cages de frappeurs. Il frappe toujours au deuxième but vers le marbre. Donc, il voit, je pense qu'il aime voir sa balle partir, ça bouge-tu pas, est-ce que la balle spin, j'ai oublié le terme, là, mais en français, mais donc, on va partir la balle un petit peu, la vision aussi, donc c'est intéressant. Avant, il faut qu'on parle du high pitch, mais ce qui est intéressant, Yann, aussi, c'est Edouard s'est créé un peu son équipe de travail avec. Ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne avec Oswald Pelé. Quand il était plus jeune, faisait un petit peu d'extra, puis ils ont développé une relation ensemble. Il y a Guillaume Leduc, nos préparateurs physiques. C'est lui qui fait faire les programmes d'entraînement à Edouard. Edouard a un nouveau préparateur physique qui fait les entraînements, qu'on parlera tantôt. Il a aussi parlé de physiothérapeute, massothérapeute. C'est un ancien physio, JP Poulain des Capitales. Donc, tu sais, c'est intéressant. C'est rassurant de savoir que il garde cette formule-là. Ça a quand même fonctionné jusqu'à preuve du contraire. Ça a fonctionné pour toi. Puis tu t'en rajoutes, puis tu améliores. À chaque année, c'est un petit peu différent. Tu améliores ton programme d'entraînement hivernal, je pense. Mais il y a une base qui reste. C'est cool de voir ça. Tu fais confiance à des gens de Québec. Puis pour moi, c'est important aussi de. J'ai eu ces relations-là avec Félix. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je travaille avec. Puis lui, il me connaît très bien. Puis pour moi, juste d'avoir quelqu'un de confiance qui sait c'est quoi que ça me prend pour me préparer pour la saison. Puis aussi Guillaume, que ça fait peut-être 2-3 ans maintenant que je travaille avec. Mais lui aussi, c'est une relation que j'ai avec lui. Puis c'est des bonnes personnes. C'est des personnes qui veulent le mieux pour moi. Puis moi, je crois vraiment que si tu t'entraînes ou juste que tu t'entoures de des personnes qui sont là pour toi ou qui veulent t'amener au prochain niveau, ben, je pense que tu es en bonne main quand c'est ça. Ils sont fiers du succès. Tu as un nouveau gars qui fait tes programmes d'entraînement. Explique-nous donc un peu c'est qui. C'est un gars de hockey, mais qui est rendu un spécialiste de baseball avec toi maintenant? Ben oui, c'est une personne que j'ai trouvée à travers plusieurs autres personnes, mais son nom, c'est Andy O'Brien. C'est un coach qui s'occupe un peu plus des joueurs de hockey.
que lui qui vient de la Nouvelle-Écosse, qui a grandi avec, qui a entraîné les joueurs comme Sidney Crosby ou Nathan McKinnon quand il était plus jeune, puis il a fait son nom avec eux un peu, puis maintenant il s'intéresse à tout, il voyage beaucoup, il rencontre beaucoup des équipes olympiques où il rencontre beaucoup de personnes pour s'améliorer lui-même, mais c'est rendu un top préparateur physique, puis je suis content de juste avoir la chance de travailler avec, puis lui qui a accepté de me prendre en charge pour l'année complète, dans le fond, pour faire mes programmes, puis s'occuper que je sois en santé, que je fasse les bonnes affaires, que je mange une bonne nutrition, d'avoir les bonnes affaires à faire après mes entraînements, avant les entraînements, de bien s'occuper de mon corps pour la récupération aussi. Alors, je crois que j'ai un bon entraîneur, puis je suis fier de ce que j'ai en ce moment. C'est un sport qui est difficile, le baseball, beaucoup plus que les gens pensent. Extrêmement dur sur le corps. Ça fait mal jouer au baseball, généralement. Principalement qu'on joue beaucoup. On joue beaucoup de matchs dans une semaine, ainsi de suite. Y a-tu eu des moments dans l'été où ce que tu t'es senti fatigué plus que d'habitude ou tu es encore assez jeune pour pas trop ressentir ça pour l'instant? Oui, c'est certain. Moi, j'ai eu une très grosse année quand je pense à ça. J'ai commencé avec le World Baseball Classic pendant la saison de Spring Training. Puis après ça, j'ai joué encore des parties pendant le Spring Training. J'ai pas beaucoup arrêté de jouer au baseball pendant l'année. Puis c'était souvent des games qui valaient dire de quoi. Alors, c'était toujours intense. Puis vers la fin de l'année, moi, je dirais, il restait un mois à la saison, mais j'avais un ischio-jambier où mon ischio-jambier droit était un petit peu plus fatigué. Puis, j'ai comme un peu bataillé un peu la blessure que j'avais. Fait que je faisais juste DH, je jouais juste à une certaine position une fois par semaine. Puis c'était difficile pour moi parce que je voulais continuer à jouer parce que je me disais, moi, dans ma tête, j'ai pris la place d'un autre joueur à cause qu'il était blessé. Ben, moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne prendre la place à cause que je suis blessé. Alors, je faisais tout en mon possible pour que je sois capable de jouer le soir, mais aussi que je sois capable de jouer à 100% dans les séries éliminatoires. Puis, c'est très difficile une saison de baseball quand on pense à 162 parties. On joue tous les jours, on a seulement 13 journées de congé. Alors, il faut vraiment que tu prennes soin de ton corps puis que tu manges les bonnes affaires, puis tu prennes la bonne récupération puis que tu dormes beaucoup. Alors, Attends un peu. Dans l'été complet, je ne l'avais jamais compté de même, mais dans l'été complet, vous avez 13 jours de congé, dans le fond? Environ. Wow. C'est pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est ça. Sur une semaine sur deux, tu as une journée de congé, puis l'autre semaine, c'est une journée par 10-12 jours. Là, fait que avec le voyagement, puis même si c'est les conditions d'hôtel, puis de nourriture, les 3-4 repas que j'ai compris que vous aviez dans l'option, puis les avions sont un peu plus coussinés, puis tu n'es pas même à côté de l'autre, ça reste tough. Là. C'est très difficile. Puis aussi, moi, j'étais chanceux parce que j'étais un peu au milieu des États-Unis, mais quand on pense à une équipe comme Houston qui doit voyager jusqu'à Seattle, qui sont dans leur division, qui vont jouer ensuite contre les Texas à Dallas, il y a beaucoup de 5 heures d'avion que tu reviens à des 10 heures du matin, vers 2-3 heures du matin, puis ils jouent tous les jours. Alors, tu n'as pas beaucoup de nuits de sommeil, puis c'est très difficile. Mais nous, on était un petit peu plus chanceux vu que toutes nos équipes étaient autour de nous, mais ça reste qu'une saison, c'est très, très long. Puis c'est difficile pour le corps aussi. Décalage horaire, ça fait pas ça, ou à part quand on joue à l'Ouest un peu? Quand on fait le voyage de l'Ouest un petit peu plus, mais sinon, nous, c'est pas si pire vu qu'on est une heure. Central, c'est juste une heure de différence. Alors, c'est ça. pour nous, c'était quand même l'idéal où on était placé. Parce que, tu sais, vous jouez à 7h, 7h30, mais il faut savoir que il y a le match qui dure 3 heures, peut-être un peu moins longtemps maintenant, mais après les traitements, décanter, manger, douche, tu t'endors jamais. Un jour, le baseball, tu t'endors jamais avant 1h du matin si c'est pas 2. Puis tu te lèves super tard. Alors, ton rythme de vie, comme tantôt tu disais, les relations, c'est difficile à avoir parce que tu es tout le temps au terrain, puis quand tu reviens du terrain, tu es super fatigué, puis tu veux juste dormir. Mais c'est très difficile d'avoir une relation en dehors du baseball pendant la saison. Hey, j'ai deux dernières petites affaires, parce que ça fait quand même. On a parlé de ton entraînement d'hiver. On a Abraham Taureau qui se joint à toi une fois de temps en temps, une fois par semaine ou deux. C'est cool, ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez une relation un peu ensemble ou. Ça fait 2-3 ans maintenant que par mois, j'essaie d'aller frapper avec. Parce que dans les années avant, je me disais c'est un des seuls joueurs professionnels qui s'est rendu au niveau des majeurs. Alors, je voulais m'entraîner avec le meilleur du comté. Puis maintenant, vu qu'on a des installations au Québec qui sont un petit peu plus favorables
pour nous qu'à Montréal. Alors, lui, il vient passer 1 ou 2 journées ici à chaque semaine. Puis on échange nos idées, on frappe ensemble, on fait de la défensive ensemble, puis on se challenge un peu entre nous. Puis je suis quand même très content de compter sur Abraham pour juste un partenaire d'entraînement. C'est cool. C'est cool. Yann, c'est cool. De voir ça, finalement, ça m'en est. Ça va d'abord, puis il y a ces 2 amis-là dans le dôme. Maintenant, le jeune, il peut dire qu'il y a un eye contact avec Abraham Toro. C'est encore mieux. Là. Ah, puis Abraham, il y a toujours, même quand il frappe, il sourit. Là, c'est comme lui, il dort avec un sourire. Mais je ne connais pas autant que toi, mais ça fait quelques années qu'il vient une fois de temps en temps au dôme. Il a tellement l'air sympathique puis souriant. Puis, Bon, dans les petites questions patinage. Hier, Yann, c'était notre party de coach de sport-études. Et on est allé jouer au quilles. Et là, Édouard, je lui ai dit, viens donc faire un petit tour, c'était cool, t'es gentil d'être venu faire un petit tour. Et là, il nous a démontré qu'il était tout un joueur de quilles, mais de la gauche, Yann. C'est un Mookie Betts? Mookie Betts 2. D'ailleurs, ça faisait partie de mon indice de mon party, mais il faut que tu m'expliques ça, là, comment ça se fait que tu n'en sais pas de la droite puis de la gauche, faut que je comprenne ça. Là. Ben, ça fait super longtemps que j'avais joué au bowling, moi. Je ne suis pas un grand joueur de bowling à la base. Puis, j'avais lancé 4-5 boules de la droite, puis je n'étais pas vraiment bon, je me trouvais très poche. Puis, ça m'a comme un peu rappelé la dernière fois que j'avais joué au bowling, puis c'était à l'université à Auburn, où j'avais pris un cours de bowling avec 4-5 de mes coéquipiers. Puis, à ce temps-là, nous, les 4-5 on n'avait pas le droit de jouer de la droite, alors on jouait de la gauche. Pour vos bras lanceurs, dans le fond, probablement. Ouais, fait que j'avais joué peut-être une game de la gauche. Je me disais, la dernière que j'ai joué, c'était de la gauche. Alors, je vais essayer ça. Fait que j'ai fait 2 lancers, puis ça a donné que c'était 2 abats pendant que JP regardait. Puis là, il pensait que j'étais le meilleur joueur de bowling. C'est ça. Puis avec la curve, Yann, là. La curve de la gauche, je veux dire, en tout cas, bref. Il y en avait certains coachs, Yann, on ne nommera pas, mais que de leur bon côté, ils n'arrachaient plus que le Écoute, je prends le temps de te remercier, Édouard. Tu as été extrêmement généreux. La plupart des kids des canonniers vont écouter cet épisode-là, j'en suis à peu près sûr. Je trouve ça très sympathique que tu aies accepté. Je te souhaite de travailler fort pour le reste de ton entraînement hivernal puis d'avoir une grosse saison l'année prochaine. Je pense que tu le mérites. Merci beaucoup. Merci, les gars. Yes, merci, Édouard. Puis comme j'ai dit tantôt, tu n'aimes pas ça parler de toi. Tu es plus réservé puis tu n'aimes pas te vanter. Je pense que tu ne l'as pas fait, mais ça t'a déjà permis de mieux comprendre ton parcours, ton approche, ta saison, tout ce qui se passe. Tu prends toutes les mesures pour être encore performant l'an prochain. On le voit ça à tous les jours, donc c'est impressionnant. Merci de ton temps, mais merci de rester quelques mois à Québec. C'est un bel héritage. Puis ma chemise des Twins n'est jamais trop. Mais là, Yann, celle-là, là, avec le MLB début, 12 avril, celle-là, ça va avoir cher un jour. Ça. Je garde ça. Merci beaucoup.